les vagues se brisent plus haut que jamais, prêtes à engloutir l'une des îles les plus énigmatiques de la planète. D'ici 2080, la montée des eaux pourrait atteindre La'u Tongariki, la célèbre plateforme cérémonielle de Rapa Nui, aussi connue sous le nom d'île de Pâques. Et ce n'est pas une simple spéculation. Des chercheurs de l'université d'Hawaï, à Manoa, ont déjà effectué des simulations et publié leurs résultats dans le Journal of Cultural Heritage. Leur étude révèle que jusqu'à 51 autres sites culturels, y compris les célèbres statues Moai, pourraient eux aussi être submergés. Mais avant d'en venir à ces sombres perspectives, intéressons-nous à Rapa Nui elle-même. C'est le nom d'origine de l'île de Pâques. Des populations venues de Polynésie s'y sont établies vers l'an 300 de notre ère. Une fois installées, elles ont développé une culture singulière, à la fois inventive et profondément spirituelle. Entre le Xe et le XVIe siècle, elles ont érigé d'imposantes plateformes cérémonielles appelées Aou, ainsi que d'immenses statues, les Moai, destinées à honorer leurs ancêtres. Ces figures colossales se dressent encore aujourd'hui, conférant à l'île une aura de mystère. Tout cela est préservé au sein du parc national de Rapa Nui, une réserve naturelle chilienne qui constitue le cœur même de la culture locale. L'architecture et les sculptures y sont d'une originalité sans équivalent, même au sein du monde polynésien. L'île de Pâques est d'ailleurs l'un des lieux les plus isolés du globe. Elle se situe à environ 3700 km du territoire chilien, couvre 166 km² et son site classé au patrimoine mondial s'étend sur près de 70 km², incluant 4 petits îlots voisins. Le parc national de Rapa Nui abrite une profusion de trésors archéologiques. Les chercheurs y ont recensé près de 900 moai, plus de 300 AU et des milliers d'autres structures liées à l'agriculture, aux rites funéraires, à l'habitat ou à la vie quotidienne. Ces statues sont fascinantes. Certaines atteignent 2 mètres de haut. D'autres frôlent les 20. La plupart furent taillées dans une lave jaune-brun, à l'aide d'outils rudimentaires, en basalte nommé toki. Certaines étaient encore en cours de sculpture, d'autres transportées vers leur emplacement définitif, et plusieurs furent abattues, puis redressées. Les carrières comme celle de Ranoraraku témoignent encore du savoir-faire de leurs artisans. Les AU présentent une grande diversité de formes et de dimensions. Le plus vaste, Aʻu Tongariki, aligne 15 moai sur sa plateforme. La majorité repose sur une base de pierre soigneusement assemblée, avec une rampe souvent pavée de galets polis et une esplanade à l'avant. L'art rupestre y est omniprésent. On y découvre des pictogrammes et des pétroglyphes au style varié, tandis que les grottes renferment d'autres sculptures. Même les villages, fermes et autres édifices sont d'un intérêt exceptionnel. Au XVIe siècle, d'après les chercheurs, la société Rapa Nui a traversé une profonde crise. Les ressources naturelles s'étaient épuisées, entraînant une mutation culturelle majeure. De nombreux monuments mégalithiques furent endommagés ou détruits, et le culte des ancêtres céda la place à celui de l'homme-oiseau. Ce nouveau culte, centré à Orongo, près du volcan Ranokau, s'exprimait dans 54 maisons de pierre semi-souterraines, de forme elliptique, ornées de gravures évoquant les oiseaux et la fécondité. Il perdura jusqu'au milieu du XIXe siècle. La colonisation bouleversa ensuite l'île, l'introduction du bétail. Les déplacements forcés et les maladies décimèrent la population indigène, qui tomba à un peu plus d'une centaine d'individus. Aujourd'hui, l'île abrite à la fois les descendants des anciens habitants et des immigrés, tous unis dans la volonté de préserver cet héritage tout en s'adaptant à la modernité. Hélas, ce patrimoine exceptionnel pourrait pourtant disparaître à jamais. Si aucune mesure n'est prise, la montée du niveau marin risque de compromettre le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Rapa Nui. Les scientifiques rappellent que la prise de conscience de ces menaces n'est qu'un premier pas. Comprendre la situation permettrait de concevoir des moyens efficaces pour protéger ces monuments anciens. Pour évaluer la gravité du danger, les chercheurs ont conçu un double numérique de l'île et fait tourner des simulations informatiques d'une précision remarquable, retraçant le mouvement des vagues sur le littoral. Ils ont ensuite superposé ces cartes de la montée des eaux aux données des sites culturels, recueillis grâce à des partenaires locaux, afin de déterminer lesquels seraient frappés les premiers. Les résultats sont éloquents. L'élévation du niveau des mers menace toutes les côtes du globe, mais l'enjeu est désormais de savoir quand et avec quelle intensité. Selon les projections,
Les vagues pourraient atteindre Lahu Tongariki d'ici 2080. Cette célèbre plateforme surmontée de moai, véritable symbole de la culture Rapa Nui. Les données sont indiscutables, et le temps presse. Les habitants doivent agir sans délai, avant que l'océan ne s'approprie ce qui leur revient de droit. Et l'île de Pâques n'est pas le seul site patrimonial à subir les assauts du climat. Au Pérou, l'antique cité de Chan Chan endure les effets du dérèglement météorologique. Ancienne capitale de l'Empire Chimú, elle demeure la plus vaste cité précolombienne en terre crue du continent américain. Véritable prouesse pour son époque, elle témoignait d'une organisation sociale élaborée, d'une planification urbaine ingénieuse, de réseaux d'irrigation perfectionnés et d'un art raffiné. Bien que les Incas s'en soient emparés au XVe siècle, les ruines révèlent encore toute la sophistication de la civilisation Chimú. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Chan Chan revêt une importance historique majeure. Aujourd'hui, le phénomène El Niño, la phase chaude d'un cycle climatique naturel nommé El Niño, oscillation australe, provoque à la fois pluies torrentielles et sécheresse prolongée. Ces variations existaient déjà, mais elles surviennent désormais avec une fréquence accrue. En parallèle, la montée des nappes phréatiques fragilise les structures. Pour contrer ces menaces, les habitants régulent les eaux souterraines, restaurent les murs, archivent les vestiges, forment les populations locales, sensibilisent à la préservation et élaborent des plans d'urgence. Les tempêtes et la réduction des zones côtières engendrent aussi de graves difficultés sur l'île Herschel, au Canada, où des baleiniers s'établirent au XIXe siècle. La situation est si critique que plusieurs bâtiments ont dû être déplacés vers l'intérieur des terres pour échapper à l'océan. Si l'érosion se poursuit, il faudra les déplacer de nouveau, et certains édifices finiront sans doute abandonnés. Le dégel du permafrost, quant à lui, endommage les sépultures, provoquant la rupture des cercueils enfouis. En nous tournant vers la cité des mosquées de Bagherhat, au Bangladesh, nous constatons que l'eau et la salinité du sol dégradent progressivement les édifices en pierre. Le sel s'infiltre dans la roche, puis se dilate au contact de l'humidité, provoquant fissures et désagrégations accélérées. Ce lieu, lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, renferme environ 360 mosquées, ainsi que des bâtiments publics, des bassins, des mausolées, des ponts et des routes, jadis érigés en briques cuites. La Grande-Bretagne côtière figure elle aussi parmi les régions menacées par la montée des eaux et la violence accrue des vagues. Les intempéries y mettent en péril de nombreux châteaux historiques. Hurst dans le Hampshire, Tintagel en Cornouailles, Piel en Cumbria, le fort de Bayard's Cove dans le Devon, les fortifications de la garnison des îles Scilly, ou encore Calshot à Southampton. Selon l'organisation English Heritage, il devient urgent de consolider les murs et de renforcer les défenses pour protéger ces monuments des tempêtes à venir. De fortes pluies et un climat de plus en plus violent frappent aussi Édimbourg, en Écosse. Les risques d'inondation et de glissement de terrain augmentent chaque année. Depuis 1970, les précipitations annuelles ont grimpé de 13%. Le grès, continuellement imbibé puis séché, s'use peu à peu, affaiblissant le château d'Édimbourg et le socle volcanique sur lequel il repose. Finira-t-il par s'écrouler? Si rien n'est entrepris, ce n'est qu'une question de temps. Un autre lieu emblématique, prisé des visiteurs du monde entier, pourrait lui aussi être submergé, Venise. Sa lagune subit les effets de la montée des mers et les inondations deviennent plus fréquentes. Les bâtiments et les rues de la ville se trouvent désormais directement menacés. Ainsi, les difficultés rencontrées par Rapa Nui ne constituent en rien une exception. D'autres régions côtières, telles qu'Hawaï, subissent la même menace liée à la montée des eaux. Temples anciens, sites funéraires et trésors culturels irremplaçables sont exposés au même sort que les moai et les plateformes rituelles de l'île de Pâques. Et il n'y a pas que l'architecture qui se trouve menacée, mais aussi la mémoire, les traditions et l'identité de peuples entiers. Les chercheurs s'appuient désormais sur les données d'inondations côtières pour anticiper ce qui pourrait advenir de Rapa Nui et d'autres sites historiques. Ils cartographient les risques, analysent l'élévation du niveau marin et cherchent des solutions pour préserver ces lieux inestimables. Le temps joue contre eux. Bienvenue à Rapa Nui, mieux connu sous le nom d'île de Pâques. C'est un point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique, situé à 3500 km des côtes chiliennes. Cette île est surtout célèbre pour ses imposantes statues moai. Ce lieu abrite également l'un des systèmes d'écriture les plus énigmatiques au monde, connu sous le nom de Rongorongo.
nous avons mis au jour 27 petites tablettes en bois portant ce script. Pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité et de l'histoire de ces dernières. Et à présent, nous sommes peut-être sur le point de percer leur mystère. L'homme a posé le pied sur cette île pour la première fois au XIIe siècle. Pendant de nombreuses décennies, elle a été habitée par le peuple Rapa Nui, relativement isolé au cœur de l'océan Pacifique, jusqu'à l'irruption des Européens dans les années 1720. Avec eux sont arrivés une multitude de défis, réduisant drastiquement la population autochtone à une fraction de ce qu'elle était. Par la suite, au XIXe siècle, le missionnaire Eugène Hérault a visité l'île et y a déniché des tablettes en bois ornées de symboles complexes. Il les a décrites comme extraordinaires et affirmé qu'il y en avait des centaines disséminées sur toute l'île, présentes dans chaque demeure. Mais hélas, toutes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour. Seules 27 d'entre elles ont été préservées. Certaines étaient érodées par le temps, brûlées ou autrement endommagées. Aujourd'hui, elles sont dispersées à travers le monde, exposées dans des musées et conservées dans des collections privées. Certains vestiges de cette langue ont été ramenés à Tahiti, puis en Europe, ne laissant rien sur l'île de Pâques elle-même. Les 4 tablettes sacrées ont terminé dans une congrégation catholique à Rome. Ce sont celles-là même qui ont participé à cette récente découverte. Depuis des années, les historiens se demandent si ce système d'écriture a été développé indépendamment par les habitants de l'île ou s'ils l'ont emprunté aux Européens. Pour élucider ce mystère, ils ont eu recours à la datation au carbone 14. Tous les matériaux organiques, tels que le bois, le charbon et autres, renferment une infime quantité d'une forme radioactive de carbone, appelée carbone 14. À la fin de leur vie, ils cessent d'absorber du carbone 14, et la quantité présente commence à se désintégrer avec le temps. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, nous pouvons estimer son âge. Cette méthode nous a permis de déterminer l'âge de nombreux fossiles et artefacts. C'est ainsi qu'on a étudié l'âge de certaines tablettes Rongorongo. 3 d'entre elles avaient été fabriquées à partir d'arbres cultivés au XVIIIe ou XIXe siècle, correspondant ainsi à l'arrivée des Européens. Cependant, l'une d'entre elles est antérieure à leur première visite sur l'île. 2 éléments suggèrent que le peuple Rapa Nui a lui-même créé le système d'écriture Rongorongo. Tout d'abord, il présente des caractéristiques distinctes des langues européennes. Son décodage s'avère une tâche ardue, avec plus de 400 glyphes uniques, aucun ne ressemblant à un système d'écriture connu. De nombreuses tentatives ont été entreprises pour en percer les secrets, sans succès jusqu'à présent. Deuxièmement, l'une des tablettes semble remonter au XVe siècle, avant l'arrivée des Européens. Cependant, la datation au radiocarbone ne nous renseigne que sur la période où le bois de la tablette a été coupé, et non sur la période où l'écriture a été gravée dessus. Et puisque nous n'avons qu'une seule tablette pour référence, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. D'un autre côté, pourquoi les habitants de l'île auraient-ils conservé du bois coupé pendant plus de 200 ans, juste pour l'attraper un beau jour et écrire dessus? Les anthropologues et les historiens suggèrent que la chose est plausible. La rareté des ressources aurait pu pousser les insulaires à recycler du bois flottant ancien, qui pourrait dater de plusieurs siècles avant l'apparition de l'écriture elle-même. Ce phénomène est connu en archéologie, sous le nom de problème du vieux bois. De plus, la tablette semble très bien conservée. Elle a été entretenue pour la protéger des insectes qui endommagent le bois et de l'humidité. C'est pourquoi elle a survécu au fil des siècles. Quoi qu'il soit écrit dessus, il est probable que cela ait revêtu une grande importance pour le peuple Rapa Nui. Tout cela n'est que pure conjecture, mais les scientifiques demeurent prudemment optimistes. Ils envisagent la possibilité que le Rongorongo soit l'un des rares exemples d'invention indépendante de l'écriture, à l'instar de celle des Sumériens ou des Égyptiens. Mais nous avons besoin de plus de preuves. En langue Rapa Nui, Rogorogo se traduit par réciter ou déclamer. Tout le monde ne pouvait pas écrire, seules quelques personnes triées sur le volet. Il est probable que seule l'élite de l'île de Pâques, principalement des hommes, ait possédé la connaissance de cette langue écrite. Après la colonisation, aucun d'eux n'a subsisté, et nous sommes maintenant confrontés à la tâche de déchiffrer ces inscriptions. Tout d'abord, les chercheurs ne parviennent pas à s'accorder sur la nature de ce système scriptural. Nous ne pouvons même pas confirmer s'il s'agit de leur langue d'origine. Et quand bien même, nous ignorons s'il s'agit d'une forme primitive d'écriture ou d'un système entièrement développé. Dans les années 90, un linguiste du nom de Stephen Roger Fisher pensait avoir décrypté la structure du Rongorongo. Selon lui, ces tablettes traitaient de cosmogonie.
Les cosmogonies sont récits qui exposent la genèse de l'univers ainsi que l'émergence des phénomènes naturels. Ils sont souvent enracinés dans les traditions et les cultures anciennes, telles que celles présentes en Polynésie orientale. Les tablettes pourraient potentiellement aborder des sujets tels que les origines du monde, la source de toute existence, et la formation des divers éléments de la nature, tels que les étoiles ou les montagnes. Cela expliquerait également pourquoi seule une élite instruite pouvait écrire. Fisher avançait que le rongo-rongo était une combinaison de systèmes logographiques et sémasiographiques, ce qui implique que certains symboles représentaient des mots parlés, tandis que d'autres dénotaient des idées ou des concepts. Toutefois, les déchiffrer serait extrêmement complexe et nécessiterait une compréhension approfondie du contexte, car ces symboles agissent davantage comme des indices que comme des expressions complètes. Cependant, d'autres linguistes ont contesté ces propositions, arguant qu'il existait des lacunes dans la manière dont il avait formulé sa théorie. Hélas, Fisher n'a pas été en mesure de corroborer son hypothèse. Il est possible que ces inscriptions ne soient que des dessins. Lorsque nous examinons les tablettes, certaines figures semblent familières, des êtres humains, des animaux, des plantes et des formes géométriques. On reconnaît des oiseaux, l'un d'eux ressemblant à une frégate, une espèce associée au dieu Mekmek par les habitants de Rapa Nui. Il y a aussi des poissons, des mille-pattes, ou du moins ces glyphes leur ressemblent. Se pourrait-il que ces inscriptions ne soient que de l'art ou une forme de décoration? Peut-être, mais il y a quelques problèmes. Les glyphes exhibent un niveau élevé de complexité et de structure. De plus, ils conservent un style cohérent. Par exemple, plusieurs symboles dépeignent ce qui semble être un humain avec une main levée, la seule variation étant les différentes têtes représentées. Comme si ce n'était pas assez compliqué, ce style d'écriture singulier utilise également un système appelé boustrophédon inversé. Cela signifie que chaque ligne alternée est inversée, créant un motif à nul autre pareil. Nous ignorons pourquoi ils opteraient pour cette pratique consistant à retourner la tablette après chaque ligne. Tout cela suggère qu'ils avaient mis en place un système et une organisation derrière ces symboles. De plus, il semble qu'ils utilisaient ces tablettes quotidiennement à des fins pratiques. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Les progrès technologiques récents, tels que l'IA et d'autres programmes informatiques, pourraient assister notre compréhension des langues anciennes. Nous avons déjà entrepris le développement d'algorithmes qui pourraient nous aider à percer d'autres mystères, comme celui du manuscrit de Voynich. Des universitaires ont même organisé le Vesuvius Challenge, un concours d'apprentissage automatique qui, en 2023, a résolu l'énigme des anciens rouleaux d'Herculanum. Ces rouleaux avaient été ensevelis sous la boue volcanique après l'éruption du mont Vésuve en 79 après JC. En raison de leur extrême fragilité, le déchiffrement de ces rouleaux aurait été une... En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles, se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans. Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920.
De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait deux métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie. Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm Koenig, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas. Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits. Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropa, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse. Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges, en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Beigong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Beigong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés,
témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte. Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, Les chercheurs ont récemment mis au jour une nouvelle statue sur l'île de Pâques, nichée au cœur du cratère d'un ancien volcan. Ils étaient pourtant convaincus d'avoir déjà recensé l'ensemble des Moai, ces emblématiques colosses de pierre. Cette découverte remet en question nos connaissances à leur sujet. Tout d'abord, les Moai apparaissent rarement de façon isolée. Il est donc possible que d'autres spécimens soient dissimulés dans les environs. Ensuite, il s'agit du tout premier Moai découvert au fond d'un lac asséché. Les scientifiques œuvraient à la restauration des zones humides dans le cratère volcanique lorsqu'ils sont tombés sur la statue. Le plan d'eau avait commencé à se résorber en 2018. Durant 2 à 3 siècles au minimum, le lac présentait une profondeur avoisinant les 3 mètres, ce qui rend toute intervention humaine à son fond hautement improbable. Les experts estiment que les Moai remontent à plus de 5 siècles. Il est donc plausible que le peuple Rapa Nui ait transporté cette statue en ce lieu à une époque où le bassin était complètement asséché. La statue récemment exhumée mesure environ 1,50 m de haut, ce qui demeure modeste comparé à la majorité des sculptures présentes sur l'île. Elle se distingue néanmoins par sa forme complète et ses traits nettement définis. Les chercheurs prévoient d'effectuer une datation au radiocarbone afin d'en préciser l'ancienneté. À la demande des anciens de la communauté Rapa Nui, ils n'envisagent pas de déplacer la statue de son emplacement d'origine. Les statues Moai ont longtemps suscité la perplexité des chercheurs. Si l'on savait qu'elles furent érigées en l'honneur des chefs de l'île, nul n'était en mesure d'expliquer pourquoi ces sites précis avaient été retenus pour leur implantation. La majorité d'entre elles ont été retrouvées sur les rivages de l'île. Des chercheurs de l'université new-yorkaise de Binghamton ont entrepris d'étudier de plus près les emplacements des statues et ont découvert qu'ils étaient liés à la présence d'eau. L'île de Pâques, constituée de sols volcaniques poreux, absorbe aisément la pluie. En conséquence, elle ne dispose ni de rivières abondantes, ni de sources suffisantes. Il y a plusieurs siècles, les habitants dépendaient de l'écoulement des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. L'eau retenue en profondeur dans les strates rocheuses ou sédimentaires, appelées aquifères, finit par remonter jusqu'à la surface. Lorsqu'elle émerge à proximité du littoral, elle se mêle à l'eau salée de la mer, mais le taux de salinité reste suffisamment bas pour que l'eau demeure consommable. Les insulaires la recueillaient directement au point d'émergence. C'est vraisemblablement pour cette raison que les Moai furent édifiés en bord de mer, à proximité immédiate de cette précieuse ressource. Les troncs des statues sont généralement taillés dans du tuf volcanique, extrait d'une carrière locale, située dans un ancien cratère. Si cette roche se prête aisément à la sculpture, elle demeure difficile à transporter. C'est sans doute pour cela que l'on a découvert plus de 300 Moai inachevés dans la carrière même. Les autres sont répartis sur l'île, tournés vers les anciens villages. Les sculpteurs auraient commencé par tailler les statues à plat, allongées sur le dos. Ensuite, ils les détachèrent de la roche, les faisaient glisser en contrebas, puis les redressaient afin d'achever les finitions. Une fois le travail terminé, il ne restait plus qu'à acheminer la statue jusqu'à sa plateforme. Il s'agissait alors de transporter, sans véhicule ni technologie moderne, des statues pesant près de la moitié du poids d'une maison de plain-pied, sur une distance de 5 km. Les insulaires ont dû mettre au point un procédé de transport inédit. Des chercheurs ont tenté de le reproduire, en charriant des répliques de Moai sur des traîneaux de bois. On a supposé que des palmiers avaient pu être employés à cette fin, mais cette hypothèse a été écartée. L'expérience la plus concluante à ce jour consiste à utiliser des cordes pour faire osciller la statue verticalement sur le chemin. Cette théorie semble plausible.
car selon les légendes Rapa Nui, les Moai auraient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement. Bien entendu, il leur fallait des routes adéquates pour acheminer les statues. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a mis au jour un réseau de voies vieilles de 8 siècles, large d'environ 5 mètres, rayonnant depuis la carrière. Selon elle, ces chemins répondaient davantage à une fonction rituelle qu'à un usage purement pratique. Comme elle n'était pas encore une figure reconnue de la science, sa théorie fut largement négligée. Plusieurs décennies plus tard, Thor Heyerdahl, aventurier et archéologue norvégien de renom, publia une hypothèse selon laquelle ces routes servaient exclusivement au transport des Moai. Certaines statues auraient, selon lui, été abandonnées en chemin sans explication évidente. Cependant, en 2010, des chercheurs ont révélé que les Moai parvenaient bien à leur emplacement final, car ils étaient installés sur des plateformes dissimulées. Le sol des routes, en forme de U, ne facilitait guère le déplacement de statues aussi massives. Aujourd'hui encore, on peut observer quelques kilomètres de ces voies, visibles depuis l'espace. On croyait autrefois que les Rapa Nui avaient détruit leur propre habitat, précipitant l'effondrement de leur civilisation. Mais une étude récente, fondée sur l'analyse par télédétection et l'intelligence artificielle, affirme au contraire que la population est demeurée stable et modérée au fil des siècles. Les insulaires auraient en effet su s'adapter aux contraintes de leur environnement, maintenant une démographie équilibrée. Parmi les indices appuyant cette vision, d'ingénieux jardins de pierre, témoignage d'une agriculture maîtrisée. Rapa Nui, aussi appelée l'île de Pâques, est l'un des lieux habités les plus reculés du globe. Baignée par le Pacifique, elle se situe à plus de 3500 km du Chili central et à plus de 4000 km de la Polynésie française. D'une superficie de 163 km², elle est constituée exclusivement de roches volcaniques. Ces volcans étant éteints depuis longtemps, le sol a perdu la plupart des éléments fertiles jadis apportés par les coulées de lave. Le climat y est également plus aride que sur les îles tropicales, et ces fonds marins profonds compliquaient la pêche, faute de récifs ou de lagons peu profonds. Pour subsister, les Rapa Nui ont donc mis au point une technique agricole ingénieuse, le jardinage lithique. Ils dispersaient des pierres de tailles diverses sur le sol, pour y cultiver notamment le taro et la patate douce. Les roches servaient à protéger les plantes des vents violents et de l'air salin, tout en régulant la température du sol. Elles relâchaient aussi lentement des minéraux, enrichissant progressivement le sol. Quelques habitants utilisent encore de tels potagers, bien que leur rendement soit très modeste. Des méthodes semblables ont été employées dans des régions peu hospitalières, comme la Nouvelle-Zélande, les Canaries ou le sud-ouest des États-Unis. Tandis que les chercheurs élucident les mystères de l'île de Pâques, celle-ci leur livre de nouvelles clés sur le fonctionnement du manteau terrestre. Longtemps, on a cru que ce dernier se déplaçait lentement, tel un tapis roulant, emportant les plaques tectoniques. Or, une récente étude menée par des géologues cubains, colombiens et néerlandais remet cette hypothèse en cause. Ils ont eu recours à la datation par zircon, une méthode analysant de minuscules cristaux formés lors du refroidissement du magma. Ces zircons contiennent de l'uranium qui, avec le temps, se transforme en plomb. En mesurant cette évolution, les scientifiques ont été en mesure de dater les cristaux, et ont été stupéfaits de découvrir que certains étaient anciens de près de 165 millions d'années. L'île pourtant n'a que 2,5 millions d'années. Les chercheurs en ont conclu que ces zircons provenaient du manteau profond, remontés à la surface par du magma lors d'anciennes éruptions. Les volcans de Rapa Nui appartiennent à une catégorie dite des points chauds, créés par des panaches de roches brûlantes, s'élevant des profondeurs terrestres. En principe, ces panaches demeurent stationnaires pendant que la croûte terrestre glisse au-dessus, engendrant des chaînes volcaniques comme celle d'Hawaï. Mais la présence de ces zircons anciens sur une île récente suggère une dynamique plus complexe en profondeur. Il y a 165 millions d'années, un vaste plateau volcanique occupait l'actuelle position de Rapa Nui. Ce plateau a sombré sous l'Antarctique il y a 110 millions d'années, emporté par la subduction tectonique. Toutefois, les zircons sont restés en place, contredisant l'idée d'un manteau fluide agissant comme un tapis roulant. Cela indique que le manteau, à proximité des panaches de points chauds, est bien plus stable qu'on ne l'imaginait auparavant.
Une telle révélation pourrait profondément transformer notre vision de la tectonique des plaques et des mouvements internes de notre planète au fil du temps. Les têtes géantes de l'île de Pâques sont si populaires qu'elles ont même leur propre emoji. Leur véritable fonction demeure un mystère depuis des siècles, mais il semblerait qu'on ait enfin découvert comment ils ont été érigés et amenés à leur emplacement actuel. Les statues Moai sont composées de 3 parties. Un grand corps jaune, un chapeau rouge, le pukao, et des yeux blancs à l'iris faits de corail. Environ 1 millier d'entre elles ont été sculptées. Les corps principaux de la plupart des statues ont été fabriqués à partir de tufs volcaniques, provenant d'une carrière locale située dans CE, qui était autrefois un volcan. Ce matériau est facile à modeler, mais il n'est pas simple à transporter. C'est probablement la raison pour laquelle les chercheurs ont retrouvé plus de 300 Moai inachevés dans cette carrière. Les autres se dressent à divers endroits, face au village, comme s'ils veillaient sur les habitants. Il semble donc que les statues aient été sculptées sur le dos. Ensuite, leurs créateurs les ont détachées de la roche, les ont acheminées vers le bas de la pente et les ont placées en position verticale pour terminer le travail. Une fois la tâche accomplie, il était temps de placer la statue sur sa plateforme. Si tu as déjà pris part à un déménagement, tu sais à quel point cela peut être éreintant. Imagine donc qu'il faille déplacer une statue pesant environ la moitié du poids d'une maison, soit environ 80 tonnes, sans voiture ni équipement moderne, et ce, sur une distance de 5 km. Les locaux ont dû inventer une méthode originale pour y parvenir, et les chercheurs modernes ont essayé de la reproduire pour deviner de quoi il retournait. Ils ont essayé de traîner des répliques de Moai sur des traîneaux en bois. On a d'abord imaginé que les habitants de l'île auraient pu utiliser des palmiers à cette fin, mais cette théorie a été réfutée. L'expérience la plus réussie jusqu'à présent a consisté à utiliser des cordes pour faire basculer la statue en position debout le long de la route. Cette méthode semble crédible car les légendes locales de Rapa Nui mentionnent que les Moai auraient simplement marché depuis la carrière. Et bien sûr, ils avaient besoin d'une bonne route pour parvenir à bon port. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a identifié un réseau routier vieux de 800 ans sur l'île. Il s'agissait d'un ensemble de sentiers d'environ 5 mètres de large qui partaient tous de la carrière. Elle a d'abord pensé que ces routes remplissaient une fonction cérémonielle et n'avaient pas été construites uniquement pour les statues. Comme elle n'était pas encore une scientifique de renom, ses collègues se sont contentés d'ignorer sa théorie. Plusieurs décennies plus tard, le célèbre aventurier et archéologue norvégien Thor Heyerdahl a publié sa propre théorie. Il a suggéré que ces routes avaient été construites exclusivement pour transporter les Moai, et que certaines statues avaient été laissées le long du chemin pour une raison ou une autre. Mais en 2010, d'autres chercheurs ont découvert que ces statues n'avaient pas été déposées au hasard. Elles avaient en fait atteint leur destination finale car elles reposaient toutes sur des plateformes enfouies. De plus, la route se présentait comme un fossé. Il n'aurait donc pas été facile d'y tirer des statues massives. Il est encore possible de distinguer environ 25 km de ces sentiers à travers l'île et de les observer sur les images satellites. Il semble que Catherine Routledge ait vu juste. Ces routes ont probablement été construites pour les pèlerins qui se rendèrent au volcan sacré, et les Moai qui les bordaient étaient en quelque sorte des bornes d'indication. À l'autre bout du monde, dans le sud de l'Angleterre, se trouve un autre mystère fait de pierre. Illusion sonore massive, symbole d'unité, nécropole ou autre, les scientifiques débattent encore de la raison d'être de Stonehenge. Il aura fallu environ 1500 ans aux bâtisseurs néolithiques pour ériger cette merveille, composée d'une centaine de menhirs dressés en cercle. Des millions de touristes viennent l'admirer chaque année, et les défenseurs du patrimoine s'inquiètent de la route moderne qui serpente maintenant à proximité du site. Cette route moderne est aujourd'hui enfoncée dans le sol, sous le niveau de l'herbe. Et même si les archéologues pensaient de pouvoir trouver une route plus ancienne en dessous, ils n'entretenaient que de minces espoirs. Mais en retirant une couche d'asphalte, ils ont remarqué 2 fossés parallèles, qui étaient presque perpendiculaires à la route. Ces fossés relièrent des sections raccourcies d'une plus grande avenue. C'est ce que les archéologues appellent l'ancien sentier menant à Stonehenge. Ils prouvent que les anciens Celtes se rendaient au monument, probablement pour des besoins rituels. Une autre découverte intéressante, faite au cours d'un été particulièrement sec, a été la présence de 3 marques dépourvues de végétation à l'intérieur du cercle de pierre. Il semble qu'elles aient été laissées par 3 rochers massifs. Stonehenge aurait donc pu être un cercle complet à une certaine époque. En 2021, des archéologues ont découvert une voie romaine submergée dans la lagune vénitienne.
Le fait qu'elle repose au fond des eaux, sur près de 1200 mètres, prouve que les Romains étaient présents avant que le niveau de la mer ne monte et n'inonde la région. Cela confirme la théorie selon laquelle une importante colonie se serait trouvée ici, de nombreux siècles avant que Venise ne soit fondée à cet emplacement au vieux siècle de notre ère. Les Romains de l'Antiquité étaient doués pour de nombreuses choses, dont la construction de routes. Et il semble qu'ils n'aient pas craint de travailler sur les terrains les plus difficiles. Les scanners ont révélé que la route antique avait été construite directement sur la plage, ce qui aurait nécessité de sérieuses compétences. Maintenant, imagine un village vieux de plus de 1000 ans et comme figé dans le temps. On y trouve encore de la nourriture à moitié mangée sur les tables et des effets personnels abandonnés dans la précipitation. Si tout cela est si bien préservé, c'est grâce aux cendres volcaniques qui le recouvrent. Des chercheurs ont découvert ce village en 2011, dans l'actuel Salvador. Ils pensent qu'une grande célébration aurait eu lieu il y a plus de 1400 ans, dans un village maya du nom de Sérène. Tous les habitants étaient présents, à orner le temple principal en vue du grand rituel lorsqu'un volcan voisin est entré en éruption. Les quelques 200 villageois n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux. Pour sauver leur vie, ils ont dû prendre la fuite et se réfugier au sud, sur une route de style maya surélevée appelée le Sacbé. Ils sont parvenus à échapper au panache de cendres volcaniques. En plus de contribuer à sauver tout le monde, la route présentait une autre caractéristique intéressante. Tous les Sacbés sont recouverts d'une couche de pierre, laquelle est faite de cendres. Ironique, n'est-ce pas? Cela prouve que les Mayas n'utilisèrent pas que des pierres pour construire leur route. Des archéologues ont découvert plusieurs pièces de monnaie à Jérusalem lors de l'excavation d'une ancienne rue. En voyant la date de leur frappe, ils ont compris que la route avait été construite à l'époque où Ponce Pilate était le gouverneur romain de Judée. En tant qu'administrateur local, il est presque certain que c'est lui qui a ordonné la construction de cette route. Les pèlerins l'empruntaient probablement pour se rendre sur le mont du Temple, afin d'y célébrer leur culte. Ce chemin, construit avec plus de 10 000 tonnes de calcaire, était presque aussi large qu'un autobus est long, soit près de 8 mètres. Il se trouve là depuis 2000 ans. Il n'est pas courant de découvrir une route ancienne aussi finement ouvragée, et on ne sait pas très bien pourquoi un gouverneur romain aurait dépensé autant d'argent pour celle-ci. Il s'agissait probablement d'une tentative visant à s'attirer les grâces de la population locale. En outre, c'était un excellent moyen d'exhiber la richesse et le pouvoir de Rome. L'Old North Trail est une ancienne route que les habitants d'Amérique du Nord ont empruntée pendant 10 000 ans, d'abord à pied, puis avec des chiens, et enfin avec des chevaux. Les premiers voyageurs se déplaçaient à travers le continent en empruntant ces chemins sur des milliers de kilomètres bien avant l'arrivée des premiers Européens, et ce même pendant la dernière période glaciaire. Ils s'en servaient pour transporter des marchandises, explorer, rendre visite à des parents ou encore trouver un partenaire. Les chercheurs ne cessent de retrouver des preuves de la véracité des légendes des Indiens pieds noirs à propos de cette piste. Il pourrait même s'agir de la route qui a servi à l'une des plus grandes migrations humaines de l'histoire. Les peuples qui ont traversé le pont de Béringie depuis l'Asie il y a environ 15 000 ans et se sont installés en Amérique du Nord pourraient avoir emprunté ce corridor libre de glace le long des Rocheuses, qui est devenu plus tard une partie de la piste. La route Nakasendo a été construite au XVIIe siècle, pendant la période Edo de l'histoire japonaise, afin de relier Kyoto à Tokyo. Longue de 500 km, elle traverse des chaînes de montagnes et redescend dans la plaine. C'était l'une des 5 routes principales utilisées par les seigneurs féodaux et leur suite pour se rendre à la capitale. On comptait 69 relais de poste le long de la route où les voyageurs pouvaient passer la nuit. Elle a été construite pour les piétons et les chevaux, car les Japonais n'utilisèrent pas encore de calèches. Il est d'ailleurs encore possible d'en parcourir certaines sections à pied. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout.
Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient.
Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens,
Mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé.
En utilisant une machine à rayon X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale, dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'un siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang,
et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet. Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles, à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'ils désignent comme l'unité 1. Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fera le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan. Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamique géologique, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée.
Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmis par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle, il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvue de valeur historique, cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait réellement... As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques
utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles, représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90,
révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Ce spécimen singulier avait à peu près la taille d'un husky et aurait pu être pris pour tel s'il n'était pas totalement dépourvu de fourrure et s'il ne s'agissait pas d'un redoutable prédateur doté de longues canines acérées. Charmant. Voici le plus ancien animal à dents de sabre jamais identifié. Il arpentait la surface de la Terre bien avant l'apparition des dinosaures. Les chercheurs ont pu établir sa description à partir de fossiles exhumés sur l'île espagnole de Majorque, en Méditerranée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant qu'aucun d'entre nous n'existe, les tout premiers mammifères firent leur apparition, cohabitant alors avec les dinosaures. Mais si l'on remonte plus avant dans l'arbre généalogique des mammifères, on parvient à un groupe ancien nommé Thérapsides. Bien qu'il n'ait guère ressemblé aux mammifères actuels, il présentait déjà certains traits fondamentaux qui allaient, avec le temps, caractériser pleinement cette classe animale. Les thérapsides, par exemple, présentaient des ouvertures particulières sur les côtés du crâne, destinées aux muscles de la mâchoire. Certaines parties de leur ossature mandibulaire allaient, avec le temps, se transformer en osselettes de l'oreille moyenne, présents chez tous les mammifères, vous inclus. La récente découverte pourrait bien correspondre aux plus anciens fossiles de thérapsides jamais identifiés. Ce spécimen, encore sans nom officiel, appartient au groupe des gorgonopsiens. Ces créatures étaient plus étroitement apparentées aux mammifères qu'à tout autre être vivant actuel. Certaines avaient la taille d'un chat, d'autres rivalisaient avec les ours polaires. Les gorgonopsiens possédaient divers types de dents, adaptés à des fonctions spécifiques, un trait typiquement mammalien. Mais à la différence des mammifères, ils renouvelèrent leurs dents en permanence, y compris leurs longues canines en forme de sabre. Cela pourrait s'avérer fort utile. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles de gorgonopsiens connus dataient d'environ 265 millions d'années. Ce nouveau spécimen est encore plus ancien. Son âge est estimé entre 270 et 280 millions d'années. La découverte est particulièrement complète et bien conservée. Elle inclut ses crocs effilés, une partie de la mâchoire, des éléments de la colonne vertébrale, des côtes, des vertèbres caudales, des phalanges, ainsi qu'une grande partie d'un membre postérieur. Même si le crâne n'a pas été retrouvé en entier, les chercheurs estiment ce qu'il mesurait près de 18 cm. L'animal, quant à lui, devait atteindre la taille d'un chien de gabarit moyen à grand, avec un poids compris entre 30 et 40 kg. Pour autant, sa silhouette n'avait que peu à voir avec celle d'un chien. Malgré certains aspects évoquant les reptiles, le qualifier de chien-lézard serait inexact. Mammifères et reptiles partagent certes un ancêtre très ancien, remontant à environ 320 millions d'années, mais leurs lignées ont divergé depuis bien longtemps. À l'époque où cette créature foulait le sol, l'île de Majorque se trouvait au cœur du supercontinent Pangée. Ce territoire connaissait alors des alternances marquées de saisons extrêmement humides et très sèches. Les chercheurs se sont souvent demandé si les grandes étapes de l'évolution des mammifères avaient eu lieu dans de telles zones tropicales, mais les fossiles nécessaires à cette démonstration faisaient jusque-là défaut. Avec la mise au jour du plus ancien gorgonopsien connu à Majorque, les pièces manquantes de ce puzzle évolutif commencent à se rejoindre. Il semble que d'importantes étapes de l'évolution des mammifères aient pu se produire dans des régions tropicales peu explorées. Ce prétendu vide fossile tiendrait peut-être simplement au fait que les fouilles n'étaient pas menées aux bons endroits. Notre protagoniste du jour n'était pas le seul spécimen extraordinaire à avoir marqué l'histoire avant l'ère des dinosaures. Il y a plus de 500 millions d'années, des prédateurs étranges dominaient les océans. Parmi eux, Anomalocaris, un nom particulièrement peu engageant, mais qui signifie simplement « crevette singulière ». Cette créature n'avait aucun équivalent parmi les espèces actuelles. Les chercheurs la considèrent comme le tout premier superprédateur, l'épaulard de son temps. Anomalocaris était imposante pour l'époque, atteignant jusqu'à 90 cm, de ses bras tranchants jusqu'à ses nageoires caudales.
On pensait autrefois qu'elle se nourrissait de trilobites, mais des recherches récentes montrent qu'elle n'était pas assez puissante pour percer leur carapace. Il s'agissait plutôt d'une chasseresse vive et agile, dotée d'une vision remarquable, ciblant des proies molles qu'elle attrapait dans l'eau. Autre merveille de l'ère pré-dinosaure, un poisson capable de marcher sur la terre ferme. Un exploit tout à fait remarquable. Tiktaalik évoluait dans des rivières marécageuses, évoquant celles de l'Amazonie actuelle. Il pouvait atteindre 2,70 m, chassait dans les eaux douces comme un crocodile moderne, et possédait un cou mobile ainsi que des poumons primitifs, lui permettant de survivre aussi bien sur terre que dans l'eau. La raison pour laquelle des poissons comme Tiktaalik ont commencé à explorer la terre ferme, il y a environ 395 millions d'années, demeure obscure. À cette époque, le supercontinent de Gondwana se rapprochait lentement du futur continent nord-américain, formant de vastes zones marécageuses. Ces environnements, humides, peu profonds et proches de l'équateur, offrirent des conditions idéales à l'essor d'animaux amphibies, comme les crocodiles. La nourriture sur Terre était rare. Peut-être se sont-ils aventurés là pour des raisons de sécurité, trouvant moins de prédateurs et de meilleurs endroits pour pondre leurs œufs que dans l'eau. Ces créatures ont d'abord vécu en pleine mer, puis dans des eaux peu profondes, avant de coloniser les marais et les rives, pour enfin, après une lente transition, s'établir pleinement sur la terre ferme. Imaginez un mille-pattes géant, long de 2,5 mètres et pesant jusqu'à 50 kg. Arthropleura, qui vivait il y a plus de 300 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Durant la période du Carbonifère, l'atmosphère terrestre contenait plus de 26% d'oxygène, contre environ 21% à l'heure actuelle. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces niveaux élevés d'oxygène expliquaient l'imposante taille de ces animaux. Toutefois, une découverte fortuite a révélé un fossile datant d'une période où la teneur en oxygène était à peine supérieure à celle d'aujourd'hui. Cette trouvaille, mise au jour par la fracture opportune d'un rocher, fait partie des spécimens de mille-pattes géants les plus complets et imposants jamais découverts. Cette créature aurait pu habiter non seulement les zones marécageuses, mais également les forêts clairsemées, regorgeant de graines, de noix et peut-être même de petits animaux. Il est plausible qu'elle n'ait pas été un simple herbivore lent et laborieux, mais un prédateur agile et opportuniste, capturant toute proie à sa portée. Après avoir dominé la Terre pendant environ 45 millions d'années, ces mille-pattes géants ont fini par disparaître, probablement chassés par les reptiles, qui ont ainsi préparé le terrain pour l'avènement des dinosaures. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui résulterait du croisement entre un ours polaire et un tigre à dents de sabre, voici la réponse. Inostrancevia dominait les écosystèmes méridionaux, après avoir migré sur plus de 11 000 km à travers la Pangée. Il y a environ 252 millions d'années. Sa peau, aussi résistante que celle d'un rhinocéros, et ses canines massives, parfaitement adaptées pour déchirer les chairs, en faisaient un redoutable coureur. Une fois installé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, il supplantait une grande partie des prédateurs locaux. Cependant, sa suprématie fut de courte durée, car vers la fin de la période permienne, d'immenses éruptions volcaniques provoquèrent des changements climatiques profonds, entraînant la disparition d'environ 90% des espèces vivantes. Les grands prédateurs, caractérisés par leur croissance lente et leur rareté, sont souvent les premiers à succomber lors de telles extinctions massives. Et c'est ainsi que notre protagoniste disparut. Notre dernière créature du jour est une libellule géante qui vivait il y a environ 300 millions d'années. Avec une envergure excédant les 60 cm, 2 paires d'ailes, 6 longues pattes épineuses et d'énormes yeux globuleux, Meganeura est sans doute le plus grand insecte volant à avoir jamais existé, surpassant largement les libellules actuelles, qui sont ses lointaines parentes. À l'instar des libellules modernes, Meganeura fréquentait les espaces ouverts proches des étangs et ruisseaux à courant lent. Toutefois, elle ne se nourrissait pas uniquement de petits insectes, mais dominait ces milieux en tant que prédateur principal, capturant proies diverses en plein vol, y compris d'autres insectes volants, de petits amphibiens, voire des animaux proches des lézards, grâce aux épines de ses pattes formant un véritable piège volant. Les premiers fossiles de Meganeura furent découverts en France en 1880 dans des roches riches en charbon. Leur conservation remarquable permettait d'observer le dessin précis des nervures alaires. Les chercheurs estiment que cette taille exceptionnelle résultait de l'absence quasi totale de concurrence chez les vertébrés et d'un taux d'oxygène atmosphérique bien supérieur à celui d'aujourd'hui durant le Carbonifère.